Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer des designers de mode à Winnipeg. Alors, sortez vos plus beaux kits. C'est quoi un kit? C'est quoi la mode? Laissez faire. Et Protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Pour éviter d'être nu en plein hiver à Winnipeg, la recommandation générale, c'est de s'habiller. Heureusement, lorsqu'il est question de vêtements dernier cri, les Franco-Manitobains ont su tirer leur épingle du jeu. Pour une population qui dépasse à peine le million, les femmes entrepreneurs qui se démarquent dans le domaine de la mode sont nombreuses. Du design à la fabrication, en passant par la gestion des boutiques jusqu'à la façon de placer les mannequins dans les vitrines. Bonjour! Pour plusieurs d'entre elles, une approche éco-responsable et équitable est essentielle. Un défi important, car Winnipeg se trouve au cœur du continent et l'accessibilité aux fermes de bambou et à la laine de chèvre bleue des Antilles se fait rare. Donc, pour éviter de se trouver avec des robes à l'effigie des Jets de Winnipeg et des boucles d'oreilles en pâte de bison, ça prend un peu de créativité et beaucoup de vision. Je suis vraiment excitée aujourd'hui parce que je m'en vais rencontrer 4 femmes entrepreneurs qui vont vraiment m'aider à me plonger dans la mode manitobaine. Ça va faire changement d'être entourée de 4 gars qui n'ont pas vraiment de style. Quoi? J'ai du style? OK, 3 gars qui n'ont pas vraiment de style. Hey! Wow! Guys! OK, ouais, c'est vrai. Ah, bon point. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Andréane, Joël, Lily et Natacha. Bienvenue à cette discussion sur la mode. Je suis très excitée de jaser avec vous. Mais comme vous savez, moi, je viens pas du Manitoba, je suis de l'Ontario. Puis je veux connaître votre industrie ici à Winnipeg. À quoi ça ressemble, l'industrie de la mode au Manitoba? Il y a plein de choses au Manitoba, surtout à Saint-Boniface. On est une bande de franco qui est très, très créatif. Mais l'industrie de la mode touche vraiment tout partout. On a une grande industrie du film, alors les costumes du film. On a notre propre théâtre franco-manitobain ici aussi. On a des designers locaux qui font des designs, puis ensuite que tu vends en ligne, alors vraiment tout alentour du monde, j'imagine. Puis ensuite, on a des gens qui ouvrent des boutiques de vintage. On est des gens avec beaucoup de ressources puis beaucoup de créativité, il semble. Puis aussi, je pense que, tu sais, au Canada, on était le hub de la manufacture. Alors, c'est le fun parce qu'on avait plusieurs manufactures, mais comme nous, designers, les nouveaux designers, ils commencent à fabriquer leur propre linge. Alors, comme moi, j'ai la manufacture ici, mais il y en a d'autres aussi qui font leurs propres vêtements dans leur petit atelier. Alors, je pense, ça recommence là. Donc, il y a quand même une tradition du vêtement ici. C'est le futur, mais c'était aussi le passé. Justement, vous êtes quand même 4 femmes dans cette industrie-là ici. Le passé a un impact sur les choix que vous faites et sur votre approche au niveau de votre industrie. Quel est le rôle ou la place de ça dans ce que vous faites? Bien, premièrement, c'est pas mal littéral, comme je vends des vêtements vintage. Alors, évidemment, les vêtements du passé, c'est ce que je vends aujourd'hui. Pour moi, les vêtements du passé, c'est fait de meilleure qualité parce que c'est pas fait en masse production. Ça dure longtemps, sont super beaux et puis sont pas mal uniques. Puis, Joël, pour toi, tu prends des pièces du passé, tu donnes une nouvelle vie aux pièces que tu travailles. Alors moi, c'est un peu un combat écologique humain. Moi, l'économie circulaire est très importante. Je trouve que la tendance un peu plus récente, c'est de faire la surproduction et la surconsommation. Et je trouve que c'est très difficile pour des grandes boîtes de justifier la création de nouveaux produits tels que linge et bijoux quand on a des Value Village et des Salvation Army qui sont littéralement comme débordants de choses. C'est tellement fascinant de voir les tendances du passé, les couleurs, les motifs, les silhouettes, tout ça. Et puis, je pense que ça a aidé à nourrir mes designs en théâtre, en télévision. Lily, on s'est donné rendez-vous ici au Théâtre Cercle Molière. Pourquoi est-ce que c'est un endroit significatif pour toi? J'ai commencé à faire des costumes ici pour ce théâtre. Alors vraiment, la première fois où j'ai commencé à faire des costumes, c'était pour une pièce ici. C'était très créatif. Alors, je pense qu'il n'y a pas meilleure place où on peut se rencontrer parce qu'on peut parler de la créativité des costumes ici. Les pièces me donnent accès à être extrêmement créative et puis aussi à explorer les personnalités des différents comédiens. Alors, c'est toute une différente gamme de mode, de conception que je fais ici. Puis parlons de toi. Comment a commencé cette passion pour la mode?
Ça a commencé quand j'étais très jeune. Je pense que quand j'avais moins que 10 ans, ma maman m'a appris à faire de la couture avec du cuir avec ma sœur jumelle. Mon premier défilé de mode, c'était quand j'étais à l'école au secondaire. Et je suis allée à l'Université du Manitoba. J'ai fait 1 an en sciences des textiles. Puis ensuite, je suis allée à une académie privée chez l'Académie de Richard Robinson à Ottawa avec ma sœur jumelle, avec Francine. Cette robe ici, c'était la robe que j'ai conçue pour la classe d'haute couture chez Richard Robinson. Il y a 20 mètres de ruffle sur cette robe-là. Puis ta maman couturière, qu'est-ce qu'elle t'a appris sur le domaine? Que oui, on peut vivre créativement, que, tu sais, on n'a pas besoin de se conformer à le 9 to 5, il faut aller à la rencontre de nos rêves puis de cette créativité. Pour moi, ça s'est donné que c'était le tissu, l'histoire du costume aussi. Je m'inspire beaucoup des différents types de textiles, vu que j'ai étudié les textiles. Je m'inspire quand même aussi de l'histoire de la mode, des différentes silhouettes. Puis ensuite aussi, évidemment, la mode écologique. Je tiens ça à cœur. Alors, il y a différentes manières de créer un vêtement pour avoir moins d'effets néfastes sur l'environnement. Jusqu'à quel point est-ce que tu penses que les modes du passé influencent la façon qu'on s'habille aujourd'hui, en 2020? Je pense que ça influence pas mal tout. Le métallique, c'est un look qui appartient au temps qui suivent des guerres. Après le temps de guerre, souvent les designers vont rajouter du métallique. Et c'est une tendance en ce moment. Quand il y a un moment triste, un moment plus difficile dans la vie, on veut bien s'habiller, on veut être chic, on veut se donner cet air d'aller. Donc, on va voir dans les tendances, les designers d'haute couture, en 2020, on commence à inclure du métallique. Alors, on voit que ces éléments ont été empruntés. Les tendances continuent à vivre, puis surtout ces jours-ci, je veux dire, les tendances viennent de tout partout, viennent des 60, des 70, des 80, 90. Des différentes cultures, des différents pays. C'est un grand mash de tout. Puis autant que ça appartient à la personne, puis la personne se sent bien dans ce vêtement-là, je pense qu'ils vont continuer à adapter, puis on va continuer à innover les vêtements puis la mode. Bon, ben assez parlé de mode, là. Je veux visiter les boutiques et aller voir sur le terrain à quoi ressemble la mode au Manitoba. Puis sûrement magasiner un peu. Et où ma sacoche? J'ai la chance aujourd'hui de m'essayer comme mannequin. Alors, pour me préparer, j'ai mangé pour déjeuner un raisin. Nice. Ça, c'est bien. Hein? Non, moi, honnêtement, je trouve que Nadia a fait une bonne job. Comme, elle aime poser. Et le job de mannequin, c'est de marcher et poser. Elle a de la misère avec le côté marcher, mais côté poser... On peut pas tout avoir, là. J'ai toujours eu un grand amour pour la mode. Depuis que je suis très, très jeune, ma mère m'a dit que des fois, quand j'étais bébé, elle me mettait dans les vêtements puis elle me montrait dans le miroir. Puis si je commençais à pleurer, elle changeait ma tenue. C'est un peu drôle. Avec ton entreprise, tu fais des partenariats avec d'autres designers, d'autres entreprises de la région. Alors, pour moi, c'est important de s'entraider. Puis, spécialement à Winnipeg, on aime s'entraider, comme ça, on peut aider nos business à l'un l'autre. Aujourd'hui, on fait une collaboration avec Joël et son entreprise. Oliva et Olga, c'est ma petite entreprise de bijoux. Ça a été nommé après mes deux grands-mères parce que mon amour pour les bijoux a définitivement commencé avec eux. Non seulement est-ce que je veux ramener des bijoux qui sont anciens, mais je veux ramener des valeurs qui sont anciennes. Je veux ramener le recyclage, je veux garder des choses pour très longtemps. Parle-moi de ton processus. Comment ça se passe? Parce que tu m'as créé des super boucles d'oreilles en utilisant un de mes vieux colliers. Essentiellement, je joue beaucoup avec les pièces. Alors, d'habitude, je défais et je rends en morceaux le bijou. Et ensuite, j'essaie des différentes façons de les agencer jusqu'à temps que je trouve quelque chose que vraiment me parle. Alors, pour moi, quand je crée des bijoux, il faut que ça soit quelque chose que je sais que je porterai aussi. Le vintage, c'est à l'opposé du fast fashion, qui est un peu un problème dans l'industrie en ce moment. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là? Pour moi, c'est vraiment la qualité de chaque pièce. C'est fait avec beaucoup d'amour. Et puis, souvent, ces pièces-là, il y en a seulement 20 peut-être dans le monde. Plutôt qu'aujourd'hui, il y en a des milliers de la même pièce qui sont faites à masse production. Alors, pour moi, un, c'est la qualité. Deux, je pense que c'est vraiment des pièces originales. Ces jours-ci, on voit que les tendances se répètent plutôt qu'à d'avoir un nouveau style qui sort. J'aime bien voir cette pièce originale et authentique et puis l'histoire que ça raconte.
Si on regarde à travers l'histoire de la mode, ça a souvent été les hommes qui ont contrôlé la mode féminine. C'est de moins en moins le cas. Donc, c'est comment être des femmes dans l'industrie de la mode aujourd'hui? C'est encore un défi. Moi, je trouve comme c'est encore un défi de se faire renommer, de se faire voir comme un expert dans l'industrie. C'est vrai que la mentalité en marketing, dans n'importe quelle entreprise, c'est tu fonces, puis tu vas, puis pouf, you know? Puis nous, en femmes, on est plus délicates, on est très respectueuses. On veut faire ça qu'on fait la bonne chose aussi, puis on est un peu plus sensible. Mais des fois, je me sens comme, faut que je sois un homme. Marketing, dans le tapis. Je pense aussi de comme l'autre côté. Alors moi, ma boutique, c'est en ligne. Alors je suis sur les réseaux sociaux assez souvent. Et puis je trouve que je vois de plus en plus de femmes qui vont pousser l'enveloppe un peu et puis qui veulent encourager d'autres personnes, d'autres femmes, de s'exprimer avec les vêtements et puis d'aller en pleine force. Historiquement parlant, quand on avait les maisons de mode et les boîtes de mode, c'était vraiment de l'art. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a été complètement modifiée et exploitée pour être une industrie de consommation. Et quand on voit les grosses boîtes, c'est des hommes qui les gèrent, qui profitent de vendre une image de ce que la femme devrait avoir de l'air et qu'elle devrait avoir de l'air différente à chaque semaine pour nous garder à consommer. Mais quand on regarde aux femmes qui sont dans l'industrie, d'habitude, c'est beaucoup plus local. C'est des petites entreprises. Moi, il y en a plein à Winnipeg. C'est des femmes qui ont juste leur petite exploitation où ils ont, 2, 3 couturières qui font du linge à un rythme beaucoup moins accéléré. Je ne sais pas si c'est nécessairement homme versus femme, mais c'est certainement une tendance que moi, je vois dans le domaine et dans l'industrie. Justement, vous êtes quand même 4 femmes dans cette industrie-là ici. Est-ce qu'il y a des avantages à être une femme dans le monde de la mode? Je trouve que comme femme, on a l'avantage de comprendre comment le corps bouge, comment le corps change, comment on se sent. Tandis qu'un homme, ben, il pourrait jamais se sentir quand on en est aux périodes ou quand après un bébé, où est-ce que le corps il change. Pour nous autres, connaître le corps de la femme, c'est notre avantage. La mode, c'est l'expression de soi. En quoi est-ce que votre identité linguistique, comme francophone, affecte vos designs et ce que vous faites dans cette industrie-là? J'ai toujours parlé français avec ma famille et puis l'amour pour le vintage a commencé avec un petit oiseau que je portais, que ma mère m'a donné. Je pense que les vêtements vintage ont tous une histoire et puis pour moi, ça m'a aidé à me connecter avec ma famille francophone. En même temps aussi, j'ai fait un voyage en France et puis je pense que la mode là-bas m'a tellement inspirée que maintenant je ramène ça ici puis je trouve des pièces des années 50, 60, 70 et puis ça me parle et puis ça me donne encore comme l'envie de voyager quand je le porte. Alors pour moi, c'est comment que je ramène cet amour pour le français avec ce que je fais pour ma boutique. Ce qui est spécial à Saint-Boniface, on est une petite communauté francophone. Puis je crois la plupart d'entre nous, on est là pour s'appuyer. Puis je pense que c'est ça la beauté. Notre communauté est très forte à Saint-Boniface, à Winnipeg. Quand j'ai commencé mon entreprise 15 ans passés, c'était une des questions que je m'ai posée. J'ai dit, est-ce que je veux rentrer dans la business anglophone, puis est-ce que je vais garder ma langue? Puis ça, c'était une grosse question parce que le fait que j'ai dit oui, non, je vais garder ma langue, premièrement, faire toute la traduction pour mon site web, pour mes matériaux de promotion, comme ça coûte de l'argent. Ce qui veut dire que c'est un autre défi que je me l'ai lancé dedans. J'ai dit, pour garder ma langue, je vais dire oui, on le fait français et anglais. Mais ce que j'ai vu, c'est que là, j'ai l'appui de la communauté. Puis j'ai de l'appui à travers le Canada, d'autres communautés qui sont francophones. Alors, je trouve que comme garder notre langue, qu'on est francophone puis qu'on est fiers aussi, moi, je trouve que c'est super. Puis j'espère que ça va aussi inspirer les plus jeunes, la nouvelle génération qui vont à l'école puis pensent que parler en français, c'est pas cool. Non, c'est un cadeau que nos parents nous ont donné. Il n'y a pas juste du vintage à Winnipeg, la mode contemporaine a tout autant sa place. Puis sa place, ben, c'est là-bas. C'est juste moi où Nadia a changé de boucle d'oreille comme 4 fois à date depuis le début de l'émission? Ah, c'est ça qui me dérange. Je pensais que c'est les oreilles qui changeaient, mais non, c'est les boucles d'oreilles.
Dans mes lectures, dans mes recherches, j'ai appris que l'industrie de la mode est la deuxième plus polluante au monde après l'industrie du transport. Est-ce que l'industrie a besoin d'avoir une plus grande conscience environnementale? Absolument. Et ce sujet, comme, fait bouillir mon sang, comme ça m'écoeure qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est pollution, mais c'est littéralement une crise humaine. Et le grand problème, c'est que nous avons conditionné la société nord-américaine que le linge ne coûte pas cher. Et c'est un énorme problème à cause que tous les différentes parties de la chaîne de production coûtent de l'argent. Et si c'est pas le consommateur qui paye le prix, c'est quelqu'un dans cette chaîne qui le paye physiquement. Quand on achète un vêtement qui est écologique et éthique, c'est pas que ça coûte cher, c'est que c'est un prix qui a du sens. C'est les autres prix qui n'ont pas de sens. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Moi, je vais peut-être utiliser ça dans mon marketing. Yeah, c'est vraiment écœurant. Yeah. C'est totalement un des défis que nous, on a aussi. Le fait qu'on a notre manufacture ici à Winnipeg, on achète notre tissu tricoté à l'extérieur de Toronto, les coûts sont beaucoup plus. Puis le fait que les gens, ils se demandent « Ah, mais c'est tellement cher! » Mais on paye nos couturières une bonne vie. Puis c'est pas aussi difficile, je pense, que les gens y pensent, d'être éco. Ouais. Ça veut juste dire, tout simplement, réduire combien de vêtements que tu achètes. Oui, tu peux quand même aller au centre d'achat, mais achète moins. Puis je pense aussi de reporter le même vêtement, mais de différentes façons aussi. Totalement, ouais. Puis porte jusqu'à ce que ça se déchire. Puis s'il y a un trou, répare-le ou amène-le à quelqu'un pour le faire réparer. Ou, tu sais, apprends à faire de la couture. Aujourd'hui, on va faire un cache-cou en zéro déchet pour toi. C'est quand même dur à manquer, un cache-cou. Tu sais, comme il y a... C'est un tube de matériel. C'est ça. Ouais, c'est ça. Essentiellement, t'as une couture à faire. Mais je suis sûr que Nadia est capable. Super! Je suis tellement Bon bonne. travail! Est-ce que tu es prête à coudre? Oui. OK, allons-y. Aujourd'hui, dans ta ligne, Anne Muller, il y a évidemment beaucoup de valeurs qui se rattachent à ton approche. Peux-tu me parler de votre approche écologique? Premièrement, on utilise de la matière naturelle, qui est du bambou. On utilise du lin, du chanvre, du coton biologique. Et puis, l'autre côté, c'est la production. Alors, en production, on crée une collection zéro déchet, qui veut dire que après une saison, on fait une production, on a toutes des retailles. Alors, avec ces retailles-là, on crée un autre produit. Alors, c'est un exemple, c'est mon gilet ici. Ça, c'est un produit qu'on a créé, des retailles de la collection d'hiver 2019. Oh! Ah, c'est pas pire. OK, je vais juste l'arranger, puis on va échanger de place. OK, c'est correct. Un autre service qu'on offre, qui est le juste à temps. Juste à temps? Oui, je Juste connais pas à ça. temps. Oui, alors le juste à temps, c'est quand quelqu'un place une commande, puis là, on le coupe, puis on le coud tout de suite après la commande est mise. Ça nous coûte, c'est pas plus pour faire un à la fois, en plus de ça. Alors, ça, c'est tout un côté plus écolo parce que là, la cliente, elle investit dans le produit. Nous, on en fait moins et c'est plus de qualité. Tu as fait une belle job. Regarde ça ici. La prochaine étape, c'est de mettre la surjeteuse tout autour ici. Un autre petit coup. Ça, c'est le côté qu'on voit, fait que ça me stresse plus. Ça fait plusieurs années quand même que tu œuvres dans le milieu de la mode. Mais comment ça a commencé tout ça, cette passion? Je faisais la danse. OK. Puis j'ai commencé à faire des costumes pour nos troupes parce qu'on n'avait pas beaucoup le budget pour acheter nos costumes. Ça a vraiment commencé comme ça. Ma mère, elle m'a dit au commencement, n'importe ce que tu décides de faire dans la vie, fais ce que tu aides aux gens. Puis je fais souvent un va-et-vient parce que je suis comme, est-ce que je aide aux gens quand je crée quelque chose ou quand je fais ça? Alors, n'importe quelle décision que je prends dans la compagnie, ça fait que ça aide d'une façon de fierté, d'une façon de joie, d'une façon de créer un produit pour une femme, pour que ça fait bien, la silhouette. Alors, je pense que ça, c'est une des plus grosses fiertés que j'ai, c'est de pouvoir aider les gens. Ma communauté, ma clientèle à porter une pièce qui leur donne la joie puis de la fierté. On voit
sur les pièces de vêtements l'impact des traditions familiales, de la culture autochtone dans tes designs, dans les choix que vous faites. Comment ça joue un rôle dans ta ligne annulaire? Bien, moi, je trouve que c'est un gros rôle parce qu'on est représenté comme une griffe métisse qui est franco-métisse. Le fait qu'on utilise notre histoire, notre ancêtre, notre culture dans la compagnie, ça raconte l'histoire de où est-ce que je viens, de où est-ce que les autres y venaient. Puis c'est très important. Puis c'est le fait que je suis canadienne, que je suis éco-responsable, que je suis femme d'affaires, que je suis indigène. C'est vraiment l'histoire qu'on veut raconter à travers de la compagnie puis de la greffe. Wow! Puis avec l'imprimé, c'est super beau! C'est excellent. Puis? Je sais pas, moi, je l'aime. Il est imparfait, mais parfait. Pour moi, la mode, c'est l'expression de soi ainsi que porter ses valeurs. Pour moi, ce serait la joie puis la fierté. Pour moi, la mode, c'est l'exploration de soi et la créativité. Pour moi, la mode, c'est raconter une histoire du passé, du présent et du futur. Bon, ben c'était inévitable. J'ai dépensé ma paye au Manitoba, mais je suis heureuse et j'ai fait des bons choix. Puis moi, je vais vous la décrire, la mode manitobaine. Elle est variée, elle est stylisée, puis elle est surtout engagée. J'adore les boucles d'oreilles, j'en ai des centaines de paires. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais j'en ai porté 8 différentes paires pendant l'émission. Mais je vous ai pas montré ceux-là, puis je vous ai pas montré ceux-là. J'ai aussi ceux-là que j'ai achetés à Montréal, ceux-là. Oui, ceux-là, c'est du Mexique. Puis il y a aussi, ceux-là. Puis il y a aussi ceux-là que j'ai eu à Montréal.